Début de l'année 2017, en France, il y a une loi qui entre en vigueur. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est la reconnaissance officielle du droit à la déconnexion. Ouais, c'était un moment assez historique en fait. Complètement. Le gouvernement français demande formellement aux entreprises de réguler l'utilisation des messageries en dehors des heures de travail. Et avec le recul, c'est un événement qui est fascinant. C'est clair. On peut se demander pourquoi une puissance mondiale a ressenti le besoin viscéral de faire une loi juste pour empêcher des professionnels d'ouvrir leur boîte mail le soir et le week-end, quoi. La réponse donnée à l'époque, elle était assez brutale. Il fallait légiférer pour combattre une véritable épidémie de burn-out. Et c'est vraiment le point de départ parfait pour la suite de notre exploration d'aujourd'hui. On va regarder de près une tonne de recherches, des études en neurosciences, de la socio, du comportement organisationnel. Et le but, c'est pas juste de taper sur nos outils numériques gratuitement. Non, l'objectif c'est vraiment de disséquer pourquoi ce flux de travail hyperactif, il n'est pas seulement inefficace, il nous rend fondamentalement malheureux. Et ce qui ressort des recherches qu'on aborde, c'est que ce mal-être, c'est pas du tout un manque d'organisation de notre part. Exactement, c'est pas parce que les gens gèrent mal leur temps, c'est le résultat d'un conflit frontal et mesurable scientifiquement entre notre biologie profonde et nos modes de communication modernes. Il y a une image très spécifique qui me vient en tête quand on lit tout ça. L'email ou Slack, c'est un peu l'équivalent de la malbouffe pour notre cerveau social. Ah, l'analogie est super intéressante. C'est omniprésent, ça demande aucun effort d'accès, et sur le moment, cliquer sur un message, ça donne l'illusion d'une vraie connexion. Mais à la fin de la journée, après avoir ingurgité des centaines de trucs comme ça, il reste juste un immense sentiment de vide, une sorte de nausée mentale, tu vois. Ouais, c'est très juste. Parce que ça touche à un instinct primaire qui est complètement détourné par notre environnement. Et pour comprendre cette nausée, il faut regarder ce qui se passe avant même d'ouvrir un message. C'est-à-dire. Le simple fait de voir la notification. Voilà. Les études montrent que la simple vue d'une boîte de réception pleine ou l'attente d'une réponse, ça génère un pic de stress aigu. Et pour comprendre ça, les chercheurs sont remontés à l'évolution humaine. D'accord, on remonte loin du coup. Ouais, notamment via des travaux sur le peuple Aka. C'est une tribu de chasseurs-cueilleurs dont les dynamiques sociales ressemblent beaucoup à celles de l'humanité pendant le Paléolithique. Alors, je veux bien qu'on parle de chasseurs-cueilleurs, mais bon, aujourd'hui, on est dans des bureaux climatisés, avec des réunions Zoom et des tableurs. C'est pas un peu gros comme saut logique de comparer ça à la survie dans la forêtier? C'est une objection super légitime, je suis d'accord. Mais la neurologie nous prouve que le cerveau, lui, il fait pas la différence. Sérieusement? Aucune différence? Aucune. Pour un membre de la tribu Aka, la coopération, c'est pas une option, c'est la survie immédiate. Un individu isolé, il mange pas et il se fait dévorer. Du coup, pendant des centaines de milliers d'années, notre cerveau a évolué pour faire de la connexion sociale sa priorité absolue. Ok, je vois. Et c'est là que les travaux du psychologue Matthew Lieberman sont fascinants. Il a fait des IRM, des imageries du cerveau, et il a découvert un truc dingue. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a regardé le cortex singulaire antérieur. C'est la zone du cerveau qui s'active quand tu ressens une douleur physique, genre une grosse brûlure. C'est exactement la même zone qui s'allume quand tu subis un rejet ou un isolement social. Attends, donc ignorer un message de la compta, ça déclenche la même alarme dans le cerveau qu'une agression physique. Je suis presque choquée. C'est exactement ça. Le cerveau primitif, il n'a pas eu de mise à jour logicielle pour comprendre le concept d'email professionnel. Il est resté bloqué à l'âge de pierre. Grave. Ce qu'il perçoit, c'est un signal social d'un membre de la tribu. Donc l'absence de réponse, le réseau neuronal le traduit comme une menace vitale, de mort par isolement. C'est fou quand on y pense. Et pour prouver ça face à notre rationalité moderne, ils ont fait une expérience hyper ingénieuse. Ils ont mis des participants dans une pièce pour faire des casse-têtes. D'accord. Et on leur a fait porter un équipement médical, soi-disant, pour mesurer leur tension artérielle. On leur a dit, mettez votre téléphone en mode avion et posez-le à l'autre bout de la pièce. Ah, le fameux prétexte des interférences avec le matériel, c'est ça, pour endormir leur méfiance. Exactement, le piège parfait. Mais ce qu'on leur disait pas, c'est que les chercheurs désactivaient secrètement le mode avion au moment où la personne posait le téléphone. Oh là là, je sens la catastrophe arriver. Ouais. Pendant que la personne était ultra concentrée, avec interdiction absolue de se lever, il faisait sonner le téléphone à distance. Le téléphone sonne à quelques mètres, impossible d'aller vérifier. Comment le corps a réagi du coup? Les résultats sont édifiants. On parle de gens parfaitement rationnels. Ils pensaient que c'était en mode avion, ils savaient que c'était pas une urgence prévue. Ouais, ils savaient qu'ils étaient dans une expérience, quoi. Voilà. Et pourtant, les moniteurs médicaux ont enregistré des vraies réactions de panique physiologique. C'est-à-dire? Rythme cardiaque qui s'emballe, tension artérielle en flèche, transpiration qui augmente.
L'alarme paléolithique a pris le contrôle total du système nerveux. La raison a eu aucun pouvoir. Ça remet vachement en perspective cette sensation d'urgence constante au bureau. Mais du coup, une question me vient. Si l'attente génère autant de souffrance, le fait d'ouvrir le message, ça devrait nous soulager, non? On rétablit le lien avec la tribu? Logiquement, oui. Mais ce qu'on découvre dans les analyses, c'est que la lecture des emails est tout aussi anxiogène. Mais pourquoi? Si on résout le signal social, pourquoi on ressent encore de la frustration? Parce que, au moment d'interagir, on se heurte à un outil qui est fondamentalement pauvre. La communication uniquement textuelle, ça ampute notre interaction de toute sa richesse. Ça crée des malentendus, en gros. Exactement. Il y a une étude de Justin Kruger sur le sarcasme par écrit qui illustre ça à merveille. Ou le sarcasme par écrit, le meilleur moyen de créer un incident diplomatique avec ses collègues. Comment il a mesuré ça? Il a demandé à un groupe d'envoyer des emails contenant de l'ironie ou du sarcasme. Quand il a interrogé des expéditeurs, ils étaient sûrs à quasiment 100% d'avoir été super clairs. Et côté destinateur? Un taux d'erreur de près de 20%. Un message sur 5 était pris au premier degré. Et le truc le plus fou sur le plan cognitif, c'est que les destinataires qui se trompaient, ils étaient eux aussi sûrs d'avoir bien compris le ton. C'est dingue ça. Les psychologues appellent ça le piège de l'égocentrisme. Attends, faut qu'on décortique ce terme. C'est quoi concrètement sur le plan cognitif, ce piège? Pourquoi notre cerveau s'obstine à croire qu'il est clair alors que les stats prouvent l'inverse? En fait, c'est un biais cognitif super puissant. Notre esprit utilise une heuristique, un raccourci. Il présume que la personne en face a le même contexte mental que lui. Donc je pars du principe que tu sais ce que je pense. C'est ça. Quand tu écris, tu entends la tonalité, tu ressens l'émotion de ta propre voix dans ta tête. Ton cerveau projette cette richesse sur le texte brut et t'es incapable de dissocier ton intention de ce qui est écrit sur l'écran. Ah, ça me fait trop penser à cette vieille expérience de psychologie où tu dois battre le rythme d'une chanson connue sur une table. Genre tu tapes Joyeux anniversaire? Oui, bien sûr. C'est exactement le même mécanisme. Celui qui tape sur la table, il entend tout l'orchestre dans sa tête, les paroles, la mélodie. Ça lui paraît d'une évidence aveuglante. Mais la personne en face, elle entend juste une suite de petits coups secs et décousus sur un bout de bois. Elle a aucun contexte. C'est vraiment la même chose pour un message au travail, du coup. C'est comme essayer de comprendre un film à suspense en n'ayant que les sous-titres. T'as pas la musique, t'as pas la lumière, t'as pas le visage des acteurs. Ouais, un simple « je m'en occupe » peut être lu comme un grand soulagement ou comme une critique super agressive selon l'humeur de celui qui le reçoit. Et c'est là qu'on réalise à quel point il manque d'infos. Les recherches d'Alex Pentland au MIT expliquent très bien ça, sur le plan biologique. Le cerveau humain, il utilise le système nerveux autonome pour analyser une quantité dingue de données en un quart de seconde. Les fameux signaux non-verbaux, c'est ça? Voilà. Les micro-mouvements du visage, la posture, le rythme de respiration, les hésitations. Ce système bosse en arrière-plan pour jauger la confiance ou l'urgence. Et un email, ça coupe tout ça? Totalement. En forçant la communication pro à passer par le goulot d'étranglement du texte, on désactive complètement ce radar social. C'est une vraie aberration évolutive en fait. Bon, si je récapitule un peu ce qu'on vient de voir, l'attente nous met en mode survie et la réception nous plonge dans des malentendus angoissants. C'est un bon résumé. Mais alors, pourquoi on continue? Si cet outil est biologiquement inadapté, pourquoi on s'oblige à traiter un volume de messages qui explose d'année en année? La réponse tient en un concept clé, la friction. Ou plutôt la disparition de la friction. La facilité de communication, tu veux dire? C'est ça. Le numérique a complètement effacé le coût social et physique d'une demande. Avant, poser une question triviale, fallait se lever, traverser le couloir, frapper à une porte, interrompre quelqu'un. Ce petit effort physique, ça agissait comme un filtre naturel. On y réfléchissait à 2 fois avant de déranger quelqu'un si l'info n'était pas hyper importante. Mais comment les chercheurs ont mesuré l'absence de ce filtre? L'équipe de Gloria Mark a fait une expérience hallucinante là-dessus. Ils ont pris un groupe de scientifiques dans une boîte tech et ils leur ont coupé les emails pendant 5 jours, purement et simplement. Ah ouais, la méthode forte, plus d'accès du tout. Plus rien. Et ce qui a surpris les chercheurs, c'est la réaction de l'entourage pro de ces gens. Par exemple, il y avait le manager d'un de ces scientifiques qui bossait dans le même bâtiment. À quelques mètres, quoi. Ouais, pendant ces 5 jours, ce manager a virtuellement arrêté de lui faire des demandes de bas niveau. Juste parce qu'il devait faire l'effort de marcher dans le couloir? C'est fou, hein. Le simple fait de réintroduire une micro-friction physique, ça a suffi pour que le cerveau du manager réévalue l'importance du truc. Il s'est dit « Ah, ça vaut pas le coup que je me lève ». Donc, en supprimant ce filtre, la messagerie a décuplé notre charge de travail globale sans qu'on s'en rende compte. Bah oui, mettre 10 personnes en copie d'un truc obscur aujourd'hui, ça coûte absolument rien en capital social. C'est vraiment le paradoxe de la productivité. On nous vend l'absence de friction comme le modèle ultime de l'efficacité, mais en fait, c'est comme placer un micro trop près d'un haut-parleur.
Ah, l'effet Larsen. Exactement. Ça crée une boucle de rétroaction infinie. Un mail génère 3 questions qui demandent des clarifications de plein de gens différents. Ça sature tout le monde. Et cet effet Larsen, il a un coût physiologique bien réel. Les gens soupirent pas juste devant leur écran pour la forme. Gloria Mark a carrément utilisé des caméras thermiques pour prouver ça. Attends, des caméras thermiques dans des bureaux. Ok, pourquoi faire? Pour observer les visages des employés pendant qu'ils traitaient leurs messages. Quand ton niveau de cortisol, l'hormone du stress, augmente soudainement, le flux sanguin sous ta peau se modifie. La caméra capte ces micro-variations de température. Et ils ont vu quoi avec ces caméras SAM? Ça a déconstruit un des plus grands mythes de la gestion du temps, le traitement par l'eau. Le fameux conseil de traiter tous ces emails d'un coup, le matin et le soir. Mais c'est le conseil numéro 1 de tous les coachs en productivité. Eh bien, physiologiquement, c'est une catastrophe. Les données thermiques montrent que ça provoque des pics de stress aigus. S'enfermer pour abattre 50 mails d'affilée, ça met le corps en alerte rouge. Le visage s'échauffe, la tension grimpe. C'est hyper contre-intuitif. Et le pire, c'est quand ils ont analysé les textes tapés pendant ces moments-là. Les messages rédigés sous ce stress thermique contenaient beaucoup plus de mots liés à la colère et à l'irritation. Donc, non seulement le système nous épuise, mais le format lui-même nous pousse à devenir toxiques avec nos collègues. Exactement. Ça alimente encore plus la boucle de stress. Bon, ça, c'est sur une journée. Mais qu'est-ce que la science dit de l'exposition chronique? Vivre ça pendant des années, ça doit faire des dégâts. Des dégâts massifs, ouais. Il y a une immense étude suédoise sur près de 5000 travailleurs qui est très claire là-dessus. Ils ont isolé ce qu'ils appellent la demande de connectivité, donc la pression d'être toujours dispo. Et ils ont écarté les autres facteurs, genre l'âge ou le nombre d'heures travaillées. Ouais, tout a été contrôlé. Et ils ont observé une vraie dégradation physiologique en chaîne. Ça commence par des troubles du sommeil profond. Parce que le cerveau n'arrive pas à déconnecter, hein. C'est ça. Le système nerveux reste en état de vigilance et ne redescend jamais à son niveau de repos. Et cette hypervigilance chronique, ça crée des troubles musculo-squelettiques à cause de la tension nerveuse, et même des risques cardiovasculaires. C'est une usure biologique complète, en fait. Face à un bilan pareil, c'est quoi les solutions abordées par les chercheurs? On peut pas juste fuir dans la forêt et jeter nos ordis. Non, bien sûr. La vraie clé, ça semble être de réintroduire artificiellement cette fameuse friction qu'on a détruite. Leslie Perlow, une prof de Harvard, a mené une expérience fondatrice au Boston Consulting Group. Le BCG, c'est connu pour être l'environnement ultra compétitif par excellence. Totalement. C'est la culture de l'hyperconnexion absolue. Elle a mis en place un protocole appelé PTO, Predictable Time Off, des périodes de déconnexion prévisibles. Mais comment tu mets en place un système de temps libre dans une boîte où les clients exigent des réponses à la minute près? C'est suicidaire. C'est là qu'ils ont organisé la friction. Ils ont forcé la création de binômes. Quand un consultant était dans sa période de déconnexion sacralisée, c'était le reste de l'équipe qui devait couvrir ses arrières et filtrer les urgences. Donc on subit plus la friction. On l'organise de manière structurelle. Voilà. Et l'effort supplémentaire de devoir chercher l'info auprès du binôme, ça obligeait les clients et les collègues à rationaliser leurs demandes. Et quel a été l'impact sur les employés finalement? Les chiffres sont dingues. Avant le protocole, 27% des consultants disaient être enthousiastes pour aller bosser. Après, c'est passé à 50%. Quasiment le double? Juste en garantissant psychologiquement que le cerveau pourrait se reposer sans être menacé. C'est la preuve qu'une frontière claire, ça change tout. Mais bon, ça demande une orga complexe. Il y a des boîtes qui ont des approches plus radicales face à l'outil en lui-même. Ouais, l'approche de Thrive Global est fascinante. Ils ont développé un outil qui s'appelle Thrive Away. Ça attaque l'accumulation d'emails à la racine. Comment ça marche? C'est pas juste un message d'absence automatique? Ah non. Quand tu pars en vacances, non seulement ça envoie un message d'absence, mais le système supprime purement et simplement le message entrant. Attends, il détruit le message? Carrément? Il le détruit. Et il notifie l'expéditeur en lui disant « Votre email a été supprimé. Si c'est urgent, contactez tel collègue ou renvoyez votre email le jour du retour de la personne. » Mais l'impact psychologique doit être incroyable. Parce qu'avec un message d'absence classique, tu pars en vacances, mais tu sais qu'une montagne numérique est en train de se créer. Tu payes ton repos au prix fort quand tu rentres. C'est exactement le nœud du problème. Thriveaway coupe cette dette temporelle. Tu rentres avec une boîte de réception vide. Et ça force les autres à faire un effort. Exactement. Le fardeau de la priorisation retourne à l'expéditeur. Si c'était vraiment important, l'expéditeur fera l'effort, la friction de le renvoyer. Si c'était trivial, ça disparaît dans le néant. C'est une façon super élégante de forcer l'écosystème à s'autoréguler. Bon, si on prend un peu de recul sur tout ça, les caméras thermiques, les expériences de déconnexion, les dégâts sur la santé,
il y a un constat super clair qui émerge. Lequel? Ce sentiment de noyade, cette nausée qu'on a tous, ça n'a vraiment rien à voir avec un manque de discipline personnelle. C'est la synthèse majeure de toutes ces recherches, ouais. Le mal-être n'est pas un défaut de caractère. C'est une incompatibilité matérielle, systémique. Entre nous et l'outil. C'est ça. D'un côté, on a une technologie qui exige une attention fragmentée, continue, sans aucun filtre. Et de l'autre, on a un cerveau de chasseur-cueilleur. Un cerveau optimisé pour la concentration, le contact physique et la lecture de signaux complexes. On demande littéralement à un système conçu pour l'attribut de traiter des milliers de lignes de code asynchrone. Forcément, la machine surchauffe. C'est le crash assuré. Et ça amène à une réflexion hyper provocatrice sur l'avenir du travail. On a passé des années à vénérer la vitesse, le zéro friction, la fluidité absolue. Mais la science suggère l'inverse. Et si le secret de l'épanouissement professionnel, c'était justement de saboter cette fluidité? Ça serait un changement de paradigme total. Mais oui. Et si le futur du travail, c'était de créer des systèmes qui rendent intentionnellement la communication plus difficile à atteindre, réintroduire des obstacles, de la friction pure et dure, pour protéger l'atout le plus précieux qu'on ait, notre capacité de concentration. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.